Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel à projet R&D collaborative en Pays de la Loire. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue au nom de l'ensemble des pôles de compétitivité ligériens que vous pouvez voir à l'écran et qui auront le plaisir de vous présenter donc, leur feuille de route et leur axe d'action stratégique dans une deuxième partie de webinaire. Donc, je vais vous donner quelques petites règles, on va dire, de bonne conduite pour que le webinaire se passe au mieux. Donc, nous vous remercions d'avance de laisser vos micros éteints. Nous animerons à la fin du webinaire une session de questions-réponses. Et donc, si vous avez la moindre question au fur et à mesure de la présentation, vous n'hésitez pas à les formuler dans la petite cartouche questions. Et voilà, on se chargera avec Thibaut Pasquier d'Idées Forcar de modérer l'ensemble de vos questions et nous y répondrons lors d'une session dédiée à la fin du webinaire. Si vous avez des questions qui ont un caractère confidentiel et que vous n'avez pas envie de poser lors du webinaire, vous n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Hein, évidemment, nous vous répondrons voilà, de cette manière-là. La présentation vous sera évidemment envoyée par mail et le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay via les moyens de diffusion des différents pôles de compétitivité. Donc, à mon avis, vous n'aurez pas de mal à le retrouver. Hop. En ce qui est de l'ordre du jour, donc, je vais laisser la parole d'ici quelques minutes donc, à Boris Teillant du pôle mer Bretagne-Atlantique et à Philippe Loyer de S2E2 pour qu'ils vous présentent les contextes et les objectifs de l'appel à projet ainsi que son cahier des charges. Donc ensuite, nous ferons une session de présentation donc, des thématiques et des modalités de labellisation de l'ensemble des pôles de compétitivité. Vous avez la chance que les 10 pôles de compétitivité ligériens soient aujourd'hui représentés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, et nous les retranscrirons. Et voilà, à partir de 15 h, on se laissera une demi-heure pour vous répondre. Voilà, et je passe de suite la parole à Boris et Philippe pour la présentation de l'appel à projet. Merci Anaïs et bonjour à tous. Donc pour commencer cette présentation de l'appel à projet, on a un petit slide de contexte. Donc c'est sur la diapositive suivante. En fait, on va simplement essayer de vous expliquer qu'est-ce qui a motivé la région du Pays de la Loire à sortir cet appel à projet. Donc il y a un contexte de régionalisation des pôles de compétitivité qu'on peut voir notamment au travers sur les dernières années d'une réduction, on va dire proportionnellement des crédits d'État vers les pôles. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième, c'est l'excellence territoriale qu'on peut retrouver en matière de recherche, développement et innovation sur le territoire de la région. Et donc tout cela a incité la région à vouloir stimuler la collaboration entre entreprises et aussi entre entreprises et académiques au travers de cet appel à projet. Et peut-être le dernier élément qui n'est pas visible sur cette diapo, là on est à sa deuxième édition. Et la réussite de la première édition l'année dernière a aussi motivé la région à le poursuivre cette année. Donc sur la suite, Philippe et moi, on va vous déplier le cahier des charges de l'appel à projet. Donc on va commencer par les objectifs. Il y en a deux principaux. Vous les retrouverez dans les déclinaisons après des critères et des sélections du projet. Donc le premier à garder en tête, c'est que cet appel à projet a vraiment vocation à aider la mise au point de produits, de services ou de procédés innovants et qui ont vraiment un impact en termes de création d'activités et d'emplois sur le territoire de la région. Donc voilà, vous verrez que ce sera des éléments qui seront mesurés dans votre dossier et cet état d'esprit-là, il faut le garder dans l'ensemble de votre dossier. Et donc le second objectif, on va dire général et principal de cet appel à projet concerne la thématique de votre projet. Elle doit être en cohérence avec la feuille de route du cadre régional du service du développement économique et d'innovation de la région qui se retrouve dans le document SRDE2I. Donc, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de ce document qui est assez fourni. Vous voyez ici un petit schéma qui reprend un peu toutes les thématiques d'intérêt et priorisées en quelque sorte par la région. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est relativement très large, que toutes les thématiques que vous verrez des pôles sont concernées de près ou de loin, et que je vous ai mis les petits liens en bas à gauche pour retrouver plus d'informations si vous le souhaitez. Il y a une petite spécificité pour les filières
agricole et agroalimentaire, sur lesquels il y a d'autres documents stratégiques qui viennent compléter ce document. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les consulter ou à vous rapprocher de votre pôle pour en savoir plus. Et donc, je vais passer la parole à Philippe pour la suite. Merci Boris. Donc on a voulu vous présenter cette slide pour vous décrire en quelques mots la nature des projets qui sont attendus dans le cadre de cet appel à projet. Donc on est bien sur des projets donc collaboratifs. Donc au minimum 3 partenaires donc, sont attendus donc dans le consortium du projet. Il faut que le projet soit porté par une PME ou une ETI ligérienne donc sur le territoire de la région Pays de la Loire, avec au maximum un laboratoire de recherche académique et au moins donc une PME. Donc ensuite, en termes de durée et de budget pour ces projets, donc la durée du projet doit être inférieure à 24 mois pour un budget inférieur à 1 million d'euros. Alors, quand on attend un budget inférieur de 1 million d'euros, ça peut être plusieurs types de dépenses qui sont affectées dans le cadre de ce projet. On peut avoir des dépenses de personnel, des dépenses de personnel d'enseignants-chercheurs, des amortissements d'équipement et des consommables. Donc tout ça pour une enveloppe inférieure à 1 million d'euros maximum. En termes de type d'activité, on est bien sur des projets de recherche et de développement. Donc on a plusieurs types d'activités qui peuvent être financées, que ce soit de la démonstration, du prototypage, de la mise à l'échelle, des certifications, de la conception, tout ce qui peut amener à mettre des innovations sur le marché. À toi Boris. Ouais. Donc, je vais poursuivre sur les critères d'éligibilité. Donc là, c'est vraiment important, je pense, de passer un peu de temps et les lister. Donc, il y aura 2 diapos. Le premier, c'est que votre projet doit être labellisé par au moins un pôle de compétitivité avant son dépôt. Au moment du dépôt, il doit être labellisé sans réserve. Donc, vous verrez ensuite sur le timing que vous devez vous rapprocher le plus tôt possible de votre pôle, le mieux ce sera. Bien sûr, il faut déposer le dossier bien complet soit au plus tard le 15 avril 2021 si vous souhaitez être instruit sur le premier relevé, soit au plus tard le 15 septembre de cette année également pour le deuxième relevé de dossier. Le critère important qui sera mesuré, c'est également les retombées économiques qu'on a évoquées au début. Et donc, il faudra argumenter l'impact en termes de création d'activités et d'emplois sous 2 ans post-projet pour le territoire et le chiffrer et l'argumenter. Aucun partenaire ne peut avoir plus de 70% du coût total du budget à lui tout seul. Donc ça, c'est bien pour préserver la partie collaborative du projet. Chaque partenaire devra lister ses projets R&D en cours et passés qui ont pu bénéficier d'aides publiques. Ensuite, sur la deuxième diapo, on va retrouver quelques autres points de critères d'éligibilité. D'abord que chacune des entreprises porteuses ou partenaires du projet doivent se trouver en situation financière saine. Ça va se coupler avec les 2 lignes en rouge un peu plus bas. Donc, ça veut dire notamment que l'entreprise ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective et ne doit pas non plus avoir le statut d'entreprise en difficulté. Autrement, vous n'êtes pas éligible à cet appel à projet. Et si je reprends le deuxième point de ce slide, vous devez aussi montrer que vous avez les capacités en termes d'équivalent temps plein, donc en termes de ressources humaines nécessaires pour mener à bien le projet que vous présentez. Et enfin, le dernier point en bas, c'est que vous devez être pour les académiques dans le cadre d'un projet qui soit en cohérence avec votre stratégie du laboratoire concerné. Voilà, je renvoie la balle à Philippe. Alors, après avoir vu les critères d'éligibilité, on va passer en revue les critères de sélection pour la région Pays de la Loire pour ces projets. On a 4 grandes catégories de critères. Donc, le premier, on est bien sûr sur des projets innovants. Donc, il faut démontrer le caractère innovant et la valeur ajoutée des projets. Alors, pour ce faire, on a plusieurs types d'innovations. Ça peut être des innovations technologiques, organisationnelles, de services. Elles peuvent être de rupture ou d'incrémental. Ce qui est important, c'est de montrer le gain vis-à-vis de l'état de l'art et de l'argumenter. Voilà. Quels sont les gains portés par les innovations qui sont issues de ces projets? Ensuite, une autre catégorie, c'est donc le caractère stratégique et la collaboration structurée. Donc, comme l'a dit Boris auparavant, il est important d'étaler les dépenses entre les partenaires, de ne pas avoir un partenaire qui a plus de 70% des dépenses. C'est important pour montrer que on est vraiment sur une collaboration. Montrer que
c'est stratégique pour l'entreprise. Alors, ça peut être par exemple une diversification de l'entreprise, attaquer un nouveau marché, développer une nouvelle filière. Voilà, tout ça, ce sont des arguments à mettre dans ces projets collaboratifs pour qu'ils puissent être sélectionnables. Enfin, deux autres catégories, donc l'impact économique sous 2 ans. Donc l'impact économique et les retombées économiques peuvent être de différentes manières. On peut avoir donc de la création ou des matières d'emploi, de la création de chiffres d'affaires, mais aussi des potentiels brevets hein, qui sont aussi importants pour nos entreprises. Voilà, donc tout ça, c'est dans les impacts économiques sous 2 ans. Donc ça, c'est un critère très important. Et surtout les impacts économiques présents en région Pays de la Loire qui seront regardés attentivement. Enfin, un dernier critère de sélection sur la capacité financière et humaine. Donc, tout d'abord, on vous a présenté les critères d'éligibilité et donc présentés par Boris précédemment sur la sélection. Eh bien, on va aller un peu plus loin, notamment dans la capacité financière. On va regarder vos fonds propres, des ratios, par exemple, de dette sur fonds propres, votre chiffre d'affaires sur les dernières années pour montrer que vous avez la capacité financière de mener à bien ces projets. Et en parallèle de ça, sur la capacité humaine, on va regarder notamment vos effectifs en termes de R&D, s'ils sont cohérents par rapport aux tâches que vous avez pu mettre dans le cadre de ce projet. Je vais te renvoyer la parole, Boris, sur la partie calendrier vis-à-vis de cet appel à projet. Ouais. Oui, donc là, on va reprendre les deux relevés évoqués précédemment. Donc le premier, on est sur le 15 avril 2021. Donc ce qu'il faut, j'insiste là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme au moment du dépôt, vous devez avoir obtenu au moins un label d'un pôle de compétitivité, c'est important de commencer l'instruction pour nous le plus tôt possible. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous encore une fois. Donc le premier relevé, encore une fois, 15 avril cette année, vous déposez le dossier de manière complète. Et à titre indicatif, ici sur cette diapo, vous verrez à peu près ce que vous pouvez vous attendre en termes de retour de la région après instruction. Donc il faut considérer qu'il y aura au moins 2 à 3 mois d'échange et d'instruction par les services de la région des dossiers qui auraient été déposés, un arbitrage courant septembre-octobre pour les dossiers déposés le 15 avril ou avant, et ensuite vous aurez environ autour d'octobre ou novembre le conventionnement qui stipulera pour les projets sélectionnés comment les aides viendront être échelonnées sur chacun des partenaires. Et donc le deuxième relevé sur le slide suivant, c'est vraiment en gros la même chose, mais décalé de quelques mois. Donc l'instruction par les pôles et le dépôt au plus tard le 15 septembre. Encore quelques mois suite au dépôt pour l'instruction des services de la région. Un arbitrage qui devrait arriver fin 2021, début 2022, et ensuite le conventionnement pour les projets sélectionnés dans la foulée. Voilà, et Philippe, tu peux reprendre la parole. Oui, donc on a fait cette slide de synthèse sur les aides qui sont attribuées dans le cadre de cet appel à projet R&D collaborative. Il est vraiment ciblé pour les entreprises et plus particulièrement pour les entreprises primo-innovantes collaboratives. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une entreprise primo-innovante? C'est une entreprise qui n'a jamais participé à des appels à projets collaboratifs sous fonds publics. Dans ce cadre-là, pour cet appel à projet-là, ils ont toute leur aide sous forme de subvention. Ça, c'est important de le préciser. Et pour toutes les autres entreprises, la moitié de l'aide attribuée est sous forme de subvention et l'autre moitié est sous forme de prêt à taux zéro ou d'avance remboursable. Alors, concernant les taux d'aide, ce taux d'aide varie en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, pour les TPE, on est sur des taux d'aide de l'ordre de 60%, sur les PME de 50% et sur les ETI et grands groupes pour 30% d'aide sur leur budget. Ce qui est important, notamment pour tous ces taux d'aide, c'est de bien pouvoir les justifier, notamment pour les PME. C'est important que c'est bien PME au sens Union européenne du terme, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois les effectifs et salariés de l'entreprise, ainsi que son chiffre d'affaires, mais aussi toute son organisation financière, pour voir s'il n'est pas rattaché, par exemple, à un grand groupe. Ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, pour les laboratoires académiques, là, on est sur 100% des coûts additionnels éligibles, donc tout ce qui est, par exemple, doctorant, post-doctorant sur des contrats contractuels pour les laboratoires académiques, donc ils sont entièrement pris en charge sous forme de subvention. À toi, Boris. Ouais.
Alors, pour la mise en œuvre, si votre projet est sélectionné, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a un conventionnement qui aura lieu entre les partenaires et les services de la région de Pays de la Loire, dans lequel vous allez décrire la gouvernance du projet. Vous allez également préciser les modalités de paiement et de remboursement, si prêt il y aura, et également les modalités de communication. Et pour ce qui est du suivi pendant la réalisation de votre projet, donc on s'attend à ce que vous fassiez au moins 2 points de suivi en invitant la région et le ou les pôles qui ont labellisé votre projet. Également que vous fournissiez un suivi de vos indicateurs de performance et de résultats du projet en quelque sorte lors 2 fois par an également, et que vous informez la région de toute éventuelle difficulté qui pourrait venir pendant la réalisation de vos projets. Et enfin, point également important, c'est si vous êtes sélectionné, toute communication devra faire mention du soutien financier reçu par la région des Pays de la Loire. Alors sur cette dernier slide de présentation de l'appel à projet, il nous semblait intéressant, vu qu'on est maintenant sur notre 2e édition, de faire un retour d'expérience sur la première édition de cet appel à projet. Donc il était déjà en 2 relevés. Donc sur le premier relevé, la région a attribué 2,1 millions d'euros d'aide. Il y a eu 8 dossiers déposés, 7 dossiers ont été sélectionnés et 1 dossier n'ont pas été sélectionné. Donc un très beau succès en termes de taux de succès pour ce premier relevé. Et sur le deuxième relevé, la région a attribué 3,6 millions d'euros d'aide. On a eu 17 dossiers déposés, 15 dossiers ont été éligibles, donc parmi les critères qui vous ont été présentés précédemment. 5 dossiers ont été sélectionnés, 4 dossiers ont été sélectionnés avec avis favorable, 4 dossiers ont eu un avis favorable avec réserve, donc sont toujours en cours d'instruction mais avec avis favorable, et 6 dossiers ont reçu un avis défavorable en l'état du dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2020, l'enveloppe était d'environ 5,6 millions d'euros et qu'en 2021, l'enveloppe est de 5,8 millions d'euros. Donc, on est sur le même montant d'enveloppe qui a été réattribué pour 2021. Anaïs, je te laisse la parole sur la présentation des pôles. Merci à tous les deux. Donc là, comme précisé Boris et Philippe, quand vous montez un projet dans le cadre de cet appel à projet, il vous faut absolument passer par l'un des pôles de compétitivité pour en obtenir le label. Donc il nous semblait intéressant de vous présenter voilà, les feuilles de route respectives des 10 pôles de compétitivité ligériens, voilà, pour que vous voyez aussi de quel pôle vous rapprochez et en quoi voilà, les pôles pouvaient vous aider à monter des projets dans le cadre de cet appel à projet. Donc, on va y aller par ordre alphabétique, tout simplement. Donc, je demande à Jessica Walker de Atlampol Biothérapie de se lancer pour qu'elle vous présente tout ça. Merci Anaïs. Donc, bonjour à tous. Je suis Jessica, chargée de mission Europe au sein de Atlampol Biothérapie. Donc, nous sommes l'un des 6 pôles de compétitivité en santé en France, basés dans le Grand Ouest. Donc, juste pour vous préciser, on est présent sur 3 régions, la Bretagne, le Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Et nous avons les points de contact dans chacune de ces régions. Donc, du coup, vous voyez sur la carte les points de contact que nous avons. Nous avons 6 axes d'excellence. Donc, le premier, c'est l'immunothérapie. Le deuxième, c'est la médecine régénératrice et les radiopharmaceutiques. Donc, ça, c'est les axes historiques sur lesquels on travaille depuis le début. Et puis, plus récemment, on a élargi et on a ajouté les axes transversaux de la e-santé, donc tout ce qui est santé numérique, la nutrition et microbiote et la santé animale. Donc, ça, c'est les axes sur lesquels nous travaillons actuellement avec nos adhérents et aussi avec nos partenaires. Juste pour vous dire un peu plus sur le réseau, donc on a plus que 200 adhérents, y compris 160 entreprises, 40 organismes type laboratoire, institut de recherche et CRO. Et on a aussi 5 universités et 5 universités hospitalières. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu une vision globale d'Atlampol Biothérapie. Et je vous mets en bas de l'écran le contact de mon collègue Benoît Jules, qui s'occupe de tout ce qui est projet collaboratif et à qui vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez plus précisément sur des projets. Donc, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jessica. Et du coup, je demande à Aude Isoline-Herrien de EMC2 d'allumer micro et caméra pour vous présenter ce que fait le pôle EMC2. Merci, Isoline. Merci, Anaïs. Donc, bonjour à tous, Isoline Herrien du pôle EMC2. Je suis la responsable du département expertise au sein du pôle EMC2 qui est en charge de tout ce qui est accompagnement des projets de nos adhérents. Et donc, le pôle EMC2 a une petite particularité par rapport aux autres pôles que vous allez pouvoir voir au niveau de la région. Nous ne sommes pas un pôle sur une filière, nous sommes, car nous avons été créés en fait sur les technologies de fabrication. Donc, nous sommes très transfilières, l'objectif étant de réussir à répondre à 4 enjeux majeurs que sont produire mieux, donc innover pour l'industrialisation et la fabrication des produits, produire propre pour réduire l'impact environnemental des procédés et des produits, le produire demain avec la digitalisation de l'industrie et le produire ensemble pour valoriser l'humain au cœur de l'industrie. Donc ça répond à nos 4 domaines d'activité stratégique que sont le premier avec le produire mieux, c'est la performance industrielle. Dedans, on retrouve les matériaux et procédés avancés, les contrôles et améliorations de la qualité des produits, l'automatisation, la flexibilité, la sécurité des systèmes productifs. Sur la partie industrie durable, donc le produire propre, on a bien l'allègement des structures, l'économie circulaire dans l'industrie et l'efficacité énergétique de l'usine. Sur le domaine d'activité stratégique, industrie digitale, donc le produire demain, nous sommes sur des systèmes cyberphysiques, la gestion de la donnée, nous allons jusqu'au jumeau numérique du procédé ou du produit ou du process. Et enfin, le DAS humain au cœur de l'industrie qui est le produire ensemble avec l'assistance à l'opérateur, l'évolution des compétences et transmission des savoir-faire, les nouvelles méthodologies et pratiques collaboratives. Nous sommes basés à Nantes, en Pays de la Loire, à Nantes et au Mans. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a déjà bien pratiqué l'appel à projet, comme beaucoup d'autres pôles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a pas mal de réponses. Et puis, je vais passer la main au pôle suivant. Merci beaucoup, Isoline. Et du coup, c'est Thibaut Pasquier qui va nous présenter le pôle ID4CAR. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le pôle ID4CAR, donc hub de référence de la filière véhicules et mobilité du Grand Ouest. Grand Ouest parce que nous couvrons les régions donc, de Bretagne, de Pays de la Loire et également de Nouvelle-Aquitaine. Les domaines d'activité stratégiques couverts par le pôle sont premièrement les services de mobilité numérique et infrastructures. Donc là, c'est développer des services et des infrastructures plus intelligents, notamment. Domaine d'activité également, véhicules, usage et industrialisation. Donc là, c'est des nouveaux usages en développant des architectures véhicules et des moyens de conception pour optimiser leur intégration. Le troisième domaine d'activité stratégique du pôle est lié à l'intelligence des systèmes embarqués. Donc l'apport de nouvelles fonctionnalités des véhicules en développant de l'électronique et de l'intelligence embarquée. Et enfin, le quatrième domaine d'activité stratégique est lié aux matériaux dans les véhicules. Donc là, c'est optimisation des performances fonctionnelles et écologiques par le développement de nouveaux matériaux et de procédés associés. Et ces domaines d'activité stratégiques, nous les mettons en œuvre dans plusieurs secteurs. Donc bien évidemment l'automobile, mais également les véhicules spécifiques, les services de mobilité et également tout ce qui est machinisme agricole et engins off-road. Donc je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre montage de projet, notamment dans le cadre de cet appel R&D collaboratif Pays de Loire. Merci beaucoup Thibaut. Et du coup, je passe la parole à Marie Ferronnière qui va vous présenter le pôle Images et Réseaux. Oui, bonjour à tous. Donc, Marie Ferronnière, je suis référente Industrie du futur au sein d'Images et Réseaux, donc pôle de référence sur le numérique. On intervient en Pays de la Loire et également en Bretagne. Et on compte pour information 250 membres, donc PME, grands groupes, laboratoires de recherche, établissements d'enseignement supérieur et de la recherche. Et on a au sein du pôle 6 domaines d'expertise technologique numérique reconnus, prioritaires. Le premier autour de la confiance et de la sécurité qui va tourner autour de la cyber. On assiste à une massification des échanges d'informations numériques et la sécurité est vraiment essentielle. Un deuxième autour des données et de l'intelligence. Donc là, on va retrouver une partie plutôt captation,
mais surtout le traitement des données autour de l'intelligence artificielle. Un troisième domaine autour des réseaux et des infrastructures. On va retrouver notamment la 5G. Un quatrième qu'on appelle matériel et logiciel, qui comprend l'Internet des objets. À noter ici, ça c'est assez intéressant, que la partie électronique sur le Grand Ouest est très importante et que la partie logicielle est une compétence forte, notamment du côté nantais. Un autre domaine donc, autour de la photonique qui va regrouper là tout ce qui touche aux technologies de la lumière. Donc, on va retrouver le domaine des lasers, des capteurs, détecteurs optiques, d'imagerie par exemple. Et puis un dernier autour de l'iversité et de l'interactivité qui comprend donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ces 6 domaines de recherche technologique prioritaires sont au service de 5 domaines d'usage clés sur notre territoire, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le pôle AMC2 sur l'industrie du futur et de collaboration avec les autres pôles de compétitivité, clusters applicatifs donc du Grand Ouest. Dans nos 5 domaines d'usage, on retrouve la santé, l'agriculture, tout ce qui est industrie et services, et puis tout ce qui tourne autour des territoires et enfin des industries culturelles et créatives. On a également pour information un certain nombre de partenariats donc, techniques avec des structures comme l'Institut de recherche technologique BICOM, le pôle MC2. Et puis, à noter aussi qu'on a un réseau important donc, à l'Europe et à l'international. Voilà, je crois que je laisse la main à Boris pour le pôle mer. Et non, ce sera moi, ce sera Anaïs. Ah, pardon. Je t'en prie. Donc, bonjour à tous, c'est Anaïs Turcot. On m'a déjà vu, mais voilà, Anaïs Turcot, donc responsable Europe et ingénierie financière au pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, le pôle mer, c'est le pôle de compétitivité dédié à l'animation de l'innovation maritime en Bretagne et en Pays de la Loire, donc les 2 régions sur lesquelles nous sommes actifs. Donc, nous sommes forts d'un réseau de 370 adhérents qui comptent 2 tiers de PME. Donc, pour rappel, les PME sont les cibles principales de cet appel à projet. Voilà, donc on s'organise autour de 6 domaines d'action stratégique que je vais vous présenter. Du coup, le premier sera la défense, la sûreté, la sécurité maritime, où on trouve voilà, des domaines comme par exemple la cybersécurité, qui est un domaine extrêmement important actuellement, voilà, ou également des thématiques drones, voilà, ce genre de thématiques-là. Ensuite, nous avons le domaine d'action stratégique naval et nautisme, où là, nous allons retrouver des filières telles que le green ship, le smart ship, mais également les thématiques qui tournent autour de la course au large. Donc ça, ce sont voilà, des thématiques que nous accompagnons au sein de ce domaine d'action stratégique. Ensuite, nous avons les ressources énergétiques et minières marines, donc là, qui vont évidemment tourner beaucoup autour des énergies marines renouvelables, qui sont vraiment la filière principale qui est traitée dans le cadre de ce domaine d'action stratégique. Ensuite, nous aurons les ressources biologiques marines, donc là qui sont voilà, organisées en 2 axes principaux, donc la pêche et l'aquaculture d'un côté, voilà, avec toutes les innovations que cela implique, et voilà, les biotechnologies marines d'autre part, avec énormément de filières représentées, notamment la filière microalgues. Ensuite, nous avons le domaine d'action stratégique environnement et valorisation du littoral, donc là où on va retrouver la surveillance du trait de côte, des thématiques, voilà, des risques de submersion, tout ce qui est lié à l'environnement marin en général. Et enfin, notre dernier domaine d'action stratégique tourne autour des ports, de la logistique et du transport maritime, où là, qui fait un petit peu écho à l'heure actuelle aux thématiques qui sont traitées au sein du domaine d'action stratégique naval et nautisme. Donc, je vous parlais du green port, du green ship et du smart ship. Et ben, on va également avoir le pendant portuaire de tout ça avec le green port et le smart port qui sont importants pour pouvoir accueillir toutes les innovations liées voilà, au bateau. On a refondu donc, notre feuille de route stratégique il y a de cela quelques temps et on a identifié 2 axes transverses qui nous paraissent extrêmement importants et qui font partie intégrante de la plupart de nos projets, des projets que nous accompagnons au sein du pôle mer, donc qui sont la transition écologique et la transformation numérique. Voilà, et qui nous permettent aussi de croiser avec les feuilles de route de pas mal d'autres pôles de compétitivité ligériens. Dernier point, il faut savoir que nous avons un pôle jumeau en Méditerranée avec lequel nous travaillons voilà, toujours en binôme pour vérifier qu'il n'y a pas redondance entre les innovations maritimes portées sur les 2 façades littorales françaises. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera une joie de vous accompagner pour monter vos projets. Et je laisse la main à Manon Guyader de Polyméris.
pour vous présenter Polyméris. Merci Anaïs. Bonjour à tous, donc Manon Guyadère de Polyméris, chargée de mission innovation sur Nantes. Donc Polyméris, c'est un pôle national dédié aux matériaux, donc caoutchouc, plastique et composite. Pour l'historique, Polyméris est donc issu de la fusion de Plastipolis et Elastopol. Donc le réseau Polyméris, rapidement, c'est 380 adhérents, dont 280 industriels et avec un fort pourcentage de PME, 85%. Donc un rayonnement national, mais avec évidemment donc un fort ancrage au niveau des territoires, donc sur 6 régions. Donc en Pays de la Loire, on a 2 antennes, donc à Nantes et à Laval, et toujours avec cette volonté d'accroître encore plus cette visibilité à l'Europe et à l'international. Donc notre feuille de route, elle a clairement été conçue pour accompagner la transition numérique et écologique, donc avec 2 gros domaines d'action qui sont l'économie circulaire et l'industrie du futur. Et dans ces domaines-là, on va distinguer nos thématiques de travail en 3 volets. Donc le premier volet, tous les sujets et problématiques en lien avec le matériau, donc la matière première. Ensuite, on va traiter aussi les sujets qui sont liés aux procédés, à la mise en œuvre de ces matériaux polymères. Et enfin, donc à tout ce qui est en lien avec le produit fonctionnalisé, le produit fini, là où on vient apporter aussi de l'intelligence dans ces produits polymères. Donc après, l'idée, c'est pas de vous détailler non plus nos 24 fiches actions, mais vraiment de vous montrer une vue d'ensemble donc de nos thématiques et donc de bien montrer qu'on intervient finalement sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit polymère, donc de l'éco-conception, de la formulation jusqu'au recyclage et la revalorisation des produits. Donc évidemment, je reste disponible avec également mon autre collègue sur Laval pour détailler un peu plus nos sujets. Merci Manon. Hop, je passe la parole à Philippe de FDEG. Merci Anaïs. Donc, je vais vous présenter brièvement le pôle S2E2. Donc, nous sommes le pôle de l'énergie électrique du Grand Ouest. Nous faisons partie des 5 grands pôles de compétitivité présents sur la thématique de l'énergie en France. Donc, nous sommes présents sur 3 grandes régions, la région Centre-Val de Loire, la région Pays de la Loire et la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est à noter, c'est qu'en région Pays de la Loire, donc, nous avons 2 entités, donc une à Nantes et une à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. Nous sommes un réseau de plus de 220 adhérents, 75% d'entreprises et 50% de PME parmi ces entreprises. Nous avons donc 4 grands domaines d'activité stratégiques pour donc traiter nos thématiques. Un premier domaine qui est en lien avec les réseaux électriques intelligents. Donc nous, on va travailler sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable, que ce soit photovoltaïque, éolien et énergie marine. Son stockage, que ce soit par des batteries, par du stockage hydrogène notamment, et tous les équipements qui permettent de piloter intelligemment les réseaux électriques basse tension et haute tension, donc tous les équipements électroniques liés au smart grid. Nous avons un autre grand domaine chez nous qui concerne les bâtiments intelligents. Dans cette thématique, on s'intéresse à tout ce qui est en lien avec les capteurs et les équipements pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc, par exemple, tout ce qui est capteur de données, pompe à chaleur, stockage d'énergie, l'autoconsommation. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qui peuvent être traités dans notre DAS sur le bâtiment. Nous avons un troisième DAS en lien avec les systèmes électriques pour la mobilité. Donc nous, on s'intéresse à tout ce qui est stockage de l'énergie embarquée dans les véhicules, donc tout type de véhicules, et donc tout ce qui est en lien avec les infrastructures de recharge et leur pilotage. Et enfin, un dernier domaine sur les matériaux et composants pour l'électronique, qui est pour nous un domaine support aux 3 autres domaines. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est conversion de puissance, composants de puissance, micro-récupération d'énergie. Donc voilà, pour résumer notre pôle, donc on est présent sur l'énergie électrique du microwatt jusqu'au mégawatt. Et donc voilà, je suis bien sûr à votre disposition pour accompagner vos projets dans le domaine de l'énergie dans le cadre de cet appel à projet. Voilà, et un dernier mot. Donc bien sûr, tous nos domaines d'activité, on les travaille aussi avec des partenaires, notamment des partenaires applicatifs, notamment pour le domaine véhicules terrestres et
et mobilité maritime. Voilà. Je laisse la parole à Frédéric, je crois, pour le pôle Valorial. Oui, Philippe, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci Philippe. Frédéric Notel, donc de Valorial. Je suis délégué territorial en Pays de la Loire. Donc Valorial, très rapidement, donc c'est le pôle de compétitivité en agro-alimentation. Nous, on est présent historiquement depuis 2006 en Bretagne, mais le pôle s'est étendu et désormais le pôle est présent également donc, en Pays de la Loire et en Normandie. Donc à date, on a environ 360 adhérents, dont les 2 tiers sont des industriels qui représentent au final plus de 800 structures. Donc, notre objectif, c'est donc d'aider les entreprises à innover sur toute la filière agroalimentaire. Donc, il y a 6 axes qui ont été définis. Donc, je ne vais pas spécialement les détailler, c'est juste pour dire qu'on part de la ferme jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc, d'un côté, tout ce qui est étude sur les impacts eau, climat, sol, amélioration de tous ces process de production, production durable au niveau végétal et production durable au niveau animal. Donc là, on accompagne aussi les industriels qui sont là-dedans. On accompagne les usines à augmenter leur excellence opérationnelle, donc tout ce qui est amélioration des process de fabrication, des procédés en général, amélioration intégrale de la biomasse, donc potentialiser tout ce qui est coproduit par exemple, donc on va aussi sur ces aspects-là. In fine, c'est une offre globale d'amélioration de l'alimentation, pour une alimentation plus saine et plus durable. Et enfin, amélioration des usages des services alimentaires innovants, donc tout ce qui est, par exemple, tout ce qui tourne par exemple autour des emballages biosourcés, enfin toutes les problématiques qui arrivent jusqu'au marketing. Donc pour simplifier, nous on est vraiment présents sur toute la chaîne agroalimentaire. Donc si vous avez des projets dans ces domaines-là, soit vous contactez directement, soit je peux aussi vous mettre en relation avec d'autres pôles. Enfin, on travaille de façon concertée ici pour monter des projets peut-être plus ambitieux, voilà, pour que tout soit plus pertinent. Voilà, c'était assez rapide, mais ça me semble assez pertinent comme ça. Merci. Merci Frédéric. Et du coup, j'appelle Cécile Abalin qui va vous présenter Végépolis Vallée. Oui, bonjour à tous. Donc Végépolis Vallée, c'est le pôle du végétal. On traite l'ensemble des filières du végétal, à la fois les grandes cultures et les cultures spécialisées comme les fruits et légumes, la viticulture, les plantes médicinales. Voilà, et nous avons 7 axes d'innovation, 3 sur la production de végétaux à la fois compétitive, plus qualitative et respectueuse de l'environnement et de la santé, l'innovation variétale et la performance des semences et des plants, mais également la santé du végétal qui recouvre à la fois le biocontrôle et tout ce qui est biostimulation et nutrition de la plante, et les nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production. Également 4 axes pour développer les usages alimentaires et non alimentaires des végétaux. Donc le végétal pour l'alimentation humaine et animale. Également sur le secteur de la nutrition, prévention santé, le bien-être et la cosmétique. L'axe des agromatériaux et des biotransformations. Et enfin, l'axe du végétal urbain, à la fois l'agriculture urbaine et le cadre de vie, le végétal dans le cadre de vie urbain. Donc on est une communauté de 500 adhérents présents sur toute la France et avec une équipe présente dans les 4 régions, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc une partie de l'équipe est implantée en Pays de la Loire et ce fera un plaisir de vous accompagner. Si vous cherchez des partenaires pour arriver à un consortium qui soit éligible à l'appel, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les membres du réseau. Également, vous aider à construire votre projet et vous accompagner vers la labellisation. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou la personne de l'équipe avec laquelle vous êtes déjà en contact. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus tard. Et puis, je vais passer la parole, je crois, à Xylofutur. Tout à fait, c'est Marina Lopez-Villa qui va finir ce tour de table, enfin, ce tour d'écran. Bonjour à tous. Donc, pour finir, Marina Lopez-Villa, moi je suis coordinatrice de l'équipe projet au sein du pôle Xylofutur. Donc Xylofutur, c'est le pôle national de la filière forêt, bois, papier, chimie du bois. Nous sommes aujourd'hui positionnés sur 3 régions, historiquement la Nouvelle-Aquitaine et depuis quelques années l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire.
Nous avons 3 axes stratégiques principaux. Le premier qui va plutôt toucher l'arbre et la forêt. Finalement, tous les projets d'innovation qui iront de la graine au pont bascule d'une entreprise, en passant par la mécanisation, tout ce qui va être suivi par drone ou technologie d'art, par exemple. Un deuxième axe stratégique qui, lui, va plutôt concerner le bois en tant que matériau. Là, on retrouvera des thématiques qui iront vers la construction, l'aménagement, l'ameublement ou encore le gros emballage, la partie noble finalement du bois. Le troisième axe stratégique principal qui, lui, s'orientera plutôt sur les fibres et les molécules issues des coproduits du bois. Donc là, on va pouvoir toucher de nombreuses applications. C'est pour ça qu'on travaille souvent en transversalité avec d'autres pôles de compétitivité. Et on finira également dans cet axe stratégique par toutes les thématiques qui toucheront à l'énergie, encore une fois orientées sur la valorisation du bois. Nous avons également développé 2 axes transversaux qui mettent en avant de plus en plus notre biomasse au sein des stratégies régionales ou nationales, ceux de la bioéconomie et du bas carbone, puisque la biomasse bois répond à de nombreux enjeux, que ce soit environnementaux ou sociétaux actuels. On est une équipe de 13 personnes, on a aujourd'hui 238 adhérents et 5 types de services qui sont à peu près les mêmes que tous les autres pôles de compétitivité. Donc, si vous avez des questions, eh bien, je me tiens à votre disposition pour l'accompagnement de projet. Vous retrouverez également sur notre site internet les contacts plus spécifiques des référents de chaque axe stratégique. Merci Marina. Voilà, nous en avons fini pour la présentation des feuilles de route des pôles de compétitivité. Et je vous propose pour l'ensemble des pôles d'allumer vos caméras pour que nous puissions commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Merci à tous, la mienne également. Donc, on a eu quelques questions, voilà, notamment pendant la présentation du cahier des charges. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en temps réel. Hein, elles seront également traitées. Je vais commencer, Thibaut, si tu veux bien. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Sur l'éligibilité de certains types de partenaires, notamment les centres techniques, les centres de ressources technologiques. Enfin, voilà, comment sont traités ce type de partenaires? Est-ce qu'ils sont éligibles et est-ce qu'ils sont considérés plutôt comme laboratoire, plutôt comme PME? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je veux bien répondre. Alors, les centres techniques, en effet, c'est souvent un sujet de savoir si c'est traité comme un académique ou une entreprise. Cela va dépendre finalement de votre chiffre d'affaires en termes de prestations, parce que vous pouvez être soit considéré comme un académique ou si vous êtes en deçà de, il me semble que c'est 20% de votre chiffre d'affaires en prestations. Et sinon, après, vous passez en PME, en statut PME. Très bien, merci Odisoline. Je vois que nous avons d'autres questions, notamment une petite précision sur la notion d'impact qui a été d'impact du projet qui est évalué sous 2 ans. Et la question très simple est de savoir si cet impact est à mesurer après les 2 ans du début de projet ou après la fin du projet. Bon, je pense que je peux me lancer, c'est relativement simple. On est sur des notions d'impact à 2 ans après la fin du projet. C'est bien là-dessus que ça se passe. Parfait. Ensuite, nous avons une question. Voilà, ce qui est d'être un petit peu plus précis sur ce qu'on entend par la labellisation par les pôles de compétitivité. Voilà, comment ça se passe concrètement au niveau du dossier qui est à faire pour la région et du label des pôles de compétitivité qui est à obtenir par ailleurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un, après, c'est un petit peu compliqué de répondre étant donné qu'on a tous des procédures un petit peu différentes, mais est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer dans une explication un petit peu globale de ce qu'est un label de pôle de compétitivité? Tout un programme. Bon. Vas-y, Philippe. Alors nous, le label des pôles de compétitivité, on fait intervenir en fait notre conseil scientifique, qui sont des adhérents de notre pôle, qui sont composés à 50% d'acteurs entreprises et 50% d'acteurs issus du milieu académique. Et donc le label est rendu suite à l'analyse du projet via une grille d'expertise. En toute transparence, la grille d'expertise est adaptée en fonction de l'appel à projet. Donc c'est exactement ce que l'on vous a présenté au début de ce projet. Ensuite, donc
ait rendu un avis sur le projet avec donc le label dans le cas favorable et surtout toute une analyse sur les axes, les points forts du projet et les axes d'amélioration du projet. Donc voilà, il y a peut-être une notion qui est importante à repréciser, c'est sur le timing. Nous, on demande au minimum de notre côté à avoir le projet 15 jours avant, donc avant le dépôt. Donc c'est ce qui avait été présenté par Boris sur la partie timing. Je pense que c'est important de le repréciser. Et je peux peut-être compléter juste parce qu'effectivement chaque pôle aura sa procédure, donc ce serait un peu compliqué, je pense, de passer en revue toutes les procédures. Mais globalement, vu que la question était assez générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un accompagnement qui vise à donner une gage de qualité et de crédibilité à votre dossier auprès des services, en l'occurrence ici les services de la région Pays de la Loire. Et donc, chaque pôle aura besoin d'un peu de temps pour instruire avec sa propre manière de fonctionner et son propre rétro-planning. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rapprocher de votre pôle ou de vos pôles de référence. Il y a la liste des contacts qui sera fournie de toute façon. Très bien, merci. Oui, je voulais juste rajouter qu'en aucun cas, ça n'est qu'une évaluation. Ce n'est pas l'idée d'un coup près qui tombe, mais c'est vraiment un parcours d'accompagnement pour arriver justement à ce que le projet qui sera présenté au financement, il arrive bien avec un label de qualité et qu'il ait toute bonne chance d'être financé derrière. Et pour ne pas faire qu'on est sur le même fond de dossier que le dossier régional. Hein, voilà, il n'y a pas d'autres dossiers demandés pour le label des pôles. Voilà, on part évidemment du fond de dossier que vous constituerez pour le dépôt à la région. Excuse-moi. Et juste pour ajouter, vous avez bien compris, comme disait Cécile, que c'était un accompagnement. Donc, même si on a des dates de labellisation pour certains avec des présentations à l'oral, l'objectif est d'arriver très tôt pour nous voir, pour qu'on puisse vous accompagner justement et vous aider à ce que le projet soit de meilleure qualité. Et comme aussi le suggérait Cécile dans sa présentation des pôles, pour vous aider également à trouver des compétences, des partenaires s'il vous en manque. Très bien, merci. Alors, nous avons une question aussi qui demande un peu de précision sur ce que peuvent être les dépenses éligibles dans le cadre de ce dispositif. Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait présenter un peu le panel ? Peut-être qu'on peut remettre la slide qui a été présentée pour servir de base. Moi, je veux bien la commenter. Je pense que souvent, dans la R&D, la plus grosse partie des dépenses, ce sont les dépenses de personnel. Et donc, ça va être ce qui va constituer une bonne partie des dépenses. Après, il y a également les dépenses de fonctionnement. Et ça peut être également les amortissements des équipements que vous allez pouvoir utiliser pendant votre programme de R&D. Et je pense qu'on a en gros fait le tour. Donc, la région autorise à prendre en charge, à prendre en compte des dépenses, comment on va dire, qui sont forfaitaires par rapport à vos ressources humaines. Pour les dépenses autour des salaires. Mais c'est en gros les trois grandes catégories de dépenses. Puis également les prestations, j'allais oublier les prestations externes. Si vous avez besoin dans votre programme d'avoir également recours à des compétences extérieures ou des équipements ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez intégrer également des prestataires externes. Et en fait, selon que vous êtes laboratoire de recherche publique ou entreprise, on va pas prendre, la région ne prendra pas en charge les mêmes types de ressources humaines, puisque les laboratoires académiques, leurs forces pérennes, on va dire, sont déjà payées par la puissance publique, donc ils ne pourront être financés que pour des postes supplémentaires. Tandis que vous, entreprise, l'ensemble des personnels qui vont contribuer au programme de R&D pourra être comptabilisé dans le programme. Merci Cécile. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
En gros, on est sur des dépenses classiques. Hein, donc, puis de toute façon, on est là pour vous accompagner aussi et pour vous aider à monter vos annexes financières. Donc, on pourra voir au cas par cas après, suivant les dossiers, évidemment. Ensuite, nous avons une question. Que se passe-t-il lorsqu'on a un avis favorable avec réserve? Alors là, je suppose que ça fait référence au dossier donc, passé à l'appel à projet 2020. Donc voilà, on en a quelques-uns effectivement qui sont sélectionnés avec réserve. Et bien, il faut tout simplement que les consortiums concernés lèvent ces réserves, hein, qui sont souvent administratives ou voilà, qui se jouent à peu de choses, hein, parce que l'avis reste favorable. Donc voilà, ils sont sélectionnés sous réserve de lever des petites conditions. Il faut gravir une toute petite marche supplémentaire pour arriver au financement. Donc, alors là, on a plusieurs questions en fait sur l'intégration de partenaires hors de la région, voire pas forcément sur le territoire national, mais même étranger. Donc, quel est leur statut? Comment ils peuvent intégrer le programme de R&D et donc quelle influence ça peut avoir sur l'éligibilité et bien sûr probablement les financements liés. Isoline, je t'en prie, je te vois lever la main. Oui, je veux bien répondre parce qu'on a déjà eu le cas, alors pas à l'étranger, mais des partenaires hors de la région sur l'appel à projet 2020. En l'occurrence, la région ne finance que les partenaires ligériens. Aussi, à partir de là, les partenaires hors de la région ne sont pas financés et à eux de trouver un financement s'ils y arrivent. Donc, on peut voir avec d'autres pôles de compétitivité. Là, en l'occurrence, c'était dans l'Est. Donc, on a travaillé avec nos amis du dessus pour que l'entreprise en question soit financée. Mais en gros, seuls les partenaires ligériens sont financés, charge aux partenaires hors Pays de la Loire d'être financés. Mais par contre, ils comptent quand même dans les 3 partenaires nécessaires pour le projet. Donc, vous pouvez être typiquement 2 Ligériens et un qui est en dehors des Pays de la Loire. Votre projet est bien éligible, mais par contre, seuls 2 des partenaires seront financés. Merci, Oliveline. Il y a une question sur le budget des projets. Donc, il est indiqué qu'il y a un budget maximum de 1 million d'euros donc appliqué à l'appel à projet, mais y a-t-il un minimum? Alors, je me lance encore. Il n'y a pas indiqué de minimum dans cet appel à projet-là, mais il faut savoir qu'il y a quand même un minimum à faire par rapport à un projet collaboratif. Il me semble qu'il y a un minimum d'aide par partenaire. Habituellement, on s'attend à ce que les projets soient un minimum de 100 à 200 000 euros pour que ce soit un vrai projet collaboratif, là où il y a de réelles avancées. Et l'objectif est quand même d'avoir des retombées économiques assez fortes. Donc, des projets collaboratifs, sachant avec 3 partenaires, ce serait compliqué de les faire en dessous de 200 000 euros. Alors après, on a des questions aussi sur un peu autour du process de labellisation, de savoir si c'est une bonne idée d'avoir une co-labellisation des projets qui seront présentés par 2 pôles, et également pour les entreprises qui ne seraient pas membres de pôles de compétitivité, comment donc lancer cette démarche de labellisation dans leur cadre. Je peux répondre en partie à cette question. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de travailler sur la collabellisation en fonction des thématiques. Vous pouvez avoir des apports vraiment complémentaires de certains pôles. Je vais prendre juste un exemple parce que Thibaut m'envoie la parole, mais sur les projets, par exemple, de motorisation électrique. Et ben, nous, côté pôle S22, on va regarder le projet sur l'angle énergie et le pôle ID4CAR va regarder le projet sur l'angle véhicule et usage. Et ça montre très bien des complémentarités que l'on peut avoir ce double regard de 2 pôles différents.
Donc voilà, tout dépend des thématiques. Vous allez avoir des thématiques qui sont très intéressantes, je pense, à travailler avec 2 pôles. Peut-être pour compléter sur la partie adhésion, habituellement, alors quand il y a une collabellisation, l'objectif est d'être adhérent à un minimum à un des pôles de compétitivité. Et habituellement, alors tout dépend peut-être des pôles, mais habituellement, c'est l'adhésion ne devient obligatoire que si vous êtes retenu, donc financé dans le cadre du projet. Merci. Du coup, après, on a 2 questions, je trouve, qui peuvent être traitées ensemble. On a une question sur le fait d'avoir une entreprise qui a déjà perçu des aides publiques, notamment dans le cadre du plan de relance. Est-ce qu'elle est éligible à se positionner sur cette AAP? Et on a une question également sur l'entreprise qui, a priori, a été créée dernièrement, enfin, une jeune entreprise. Donc, est-ce que la taille de l'entreprise, est-ce qu'un format un petit peu start-up peut être éligible sur cette AAP? Là, on va parler de capacité des entreprises au niveau financier et humain. Qui veut se lancer? Vas-y, Cécile. Sur la première question, est-ce que si on a touché des choses au plan de relance, on peut être éligible quand même à cet appel à projet? Il n'y a pas de problème particulier. Bien sûr, il faut que le programme de travail soit différent. Si vous avez proposé un programme de travail dans le cadre du plan de relance, il faut qu'il soit différent de celui que vous allez pouvoir présenter à l'appel à projet R&D des pays de la Loire. Et puis, deuxième question que j'ai déjà oubliée. Sur le format, en gros, de l'entreprise, est-ce que si c'est une jeune entreprise… Oui, voilà. Pour les jeunes entreprises, en fait, il faut savoir qu'il y a une règle de base qui dit que vous ne pouvez pas recevoir plus d'aide que la hauteur de vos fonds propres. Donc, souvent, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de fonds propres. Donc, si vous avez 50 000 € de fonds propres, vous ne pourrez recevoir d'aide que 50 000 €. Donc, ça peut être limitant. Si vous avez 5 000 € de fonds propres, forcément, ça vous rend très peu éligible à cet appel à projet. Et après, peut-être en complément pour les entreprises qui n'ont pas assez de fonds propres, elles doivent en tout cas justifier d'une levée de fonds à court terme. Mais effectivement, il y a une contrainte importante sur le fonds propre, qui équivaut qu'à 1 € d'aide équivaut à 1 € de fonds propres. Et si je peux compléter également, on va vérifier la capacité financière de l'entreprise. Évidemment, ce critère fonds propres, il est plus qu'important. Mais on vérifiera aussi la capacité humaine. Il est bien marqué dans les conditions d'éligibilité qu'il faut prouver qu'on a l'équivalent ETP suffisant pour mener à bien le projet. Et on va donc vérifier aussi que vous n'avez pas trop de projets en cours ou que voilà, si vous candidatez à plusieurs AAP, que vous êtes en capacité de mener votre programme de R&D à bien et voilà aussi en termes humains. Donc voilà, il faut bien coupler les deux, le financier et l'humain. Alors après, il y a plusieurs questions très pragmatiques, savoir où récupérer le dossier. Bon, ça, on va vous communiquer bien sûr les liens pour disposer de tout ça. Et également à qui on l'adresse pour le dépôt. Donc, ça, je pense qu'on y a répondu, mais peut-être que ce n'est pas assez clair. Dans ce cas-là, le premier point de contact sera le pôle de compétitivité concerné par la thématique de votre projet. Après, nous avons une autre question aussi un peu terre à terre, de savoir s'il y avait un lien entre la capacité des bénéficiaires de financement dans le cadre de cet appel à projet, si on a déjà candidaté à des dispositifs autres type, notamment, je peux mentionner le plan de relance. Donc, ça également, il n'y a pas de conditions, en fait, c'est pas parce que vous avez déposé d'autres demandes de financement dans d'autres dispositifs que vous n'êtes pas éligible à cet appel à projet. Il faut juste noter que si vous multipliez les demandes dans des appels à projets, des demandes de financement, ça rentrera en compte dans votre capacité finalement à mener à bien le projet. Si vous avez beaucoup de projets qui sont en cours, que ce soit en termes financiers ou en termes humains. Après, on a une question qui est un petit peu technique, on va dire, qui demande si une société de 80 salariés est en filiale d'un groupe, est-elle considérée en tant que PME? Alors, qui veut se lancer dans les entreprises associées, les filiales, etc.
Il y a un chiffre que je retiens, si je peux me lancer, c'est qu'en gros, si le groupe détient plus de 75% des parts de l'entreprise, vous êtes obligé de présenter un chiffre consolidé et auquel cas vous êtes considéré comme un groupe. Après, l'étage en dessous, je suis un petit peu moins sûre de mon coup. En dessous de 75%, je dirais entre 50 et 75%. En fait, ça dépend de la part du groupe dans l'actionnariat de la PME. Et ça, voilà, il y a des règles qui sont très claires au niveau du statut juridique de l'entreprise. Et en fait, voilà, ça déterminera si vous êtes considéré comme entreprise associée, si vous êtes considéré comme PME. Et après, c'est pour la part du groupe dans votre actionnariat. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou a des chiffres plus précis que les miens? Non, je pense que c'est très bien, Anaïs. Et pour compléter, tous ces éléments, que ce soit organigramme et situation financière, sont demandés dans le cadre de cet appel à projet sur les documents qu'il faut rendre pour déposer le dossier. Et donc, on regardera attentivement cela avec vous pour vérifier notamment votre éligibilité vis-à-vis du projet. Ouais. Très bien. Alors, nous avons une question aussi sur les attentes liées aux retombées en termes de retombées scientifiques. Est-ce que ça fait partie des critères, à savoir est-ce qu'il y a des publications qui sont attendues dans le cadre des candidatures de ces projets, et également en lien avec les notions de compétences recherche, est-ce que nous avons un dispositif qui permet de centraliser les compétences R&D qui souhaiteraient s'inscrire dans cet appel à projet? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je vais bien tenter la première partie sur les retombées scientifiques. En fait, ça aura vocation sans doute à apporter des arguments sur le caractère innovant de votre projet, qui est un des 4 points principaux dans la sélection des projets. Voilà, donc c'est pas obligatoire, mais ça aura vocation sans doute à argumenter cette partie-là dans le bon sens. Et sur la question suivante, je suis pas sûr de l'avoir très bien saisie, mais est-ce qu'il existe quelque part une zone de regroupement de toutes les compétences académiques? Annuaire des compétences académiques. Alors, il existe quelques outils à ma connaissance, mais pas. Enfin, c'est les pôles collectivement, je pense. Il y a Plugin Labs. Ouais, il y a Plugin Labs. Quoi, mais est-ce qu'il est réellement utilisé? Plugin Labs qui peut aider. Et après, ça va être les pôles, en effet, plus précisément, je pense, qui vous aident. Ensuite, il est à noter que pour cet appel à projet, c'est un peu spécifique, c'est-à-dire que il n'y a pas obligatoirement un académique, comme souvent c'est le cas pour des appels à projets R&D, de R&D collaboratif. Là, ce n'est pas une obligation. Donc vraiment, le côté scientifique peut apporter sur le caractère, comme disait Boris, sur le caractère innovant, mais ce n'est pas du tout une obligation, étant donné qu'il n'y a pas forcément de partenaires académiques associés au projet. Vous pouvez le monter sans partenaire académique. Peut-être qu'on pourra rajouter l'adresse de Plugin Labs dans la diffusion aussi des éléments. Oui, tout à fait. Tu me fais une bonne transition parce qu'il y a justement une question sur les partenaires académiques. Donc là, pour, on va dire, clarifier un petit peu les dépenses éligibles. Donc, il y a une question sur les dépenses de personnel permanent. Est-ce qu'elles sont éligibles ou pas? Ou est-ce que ce sont exclusivement les dépenses de personnel contractuel en CDI ou pas? Voilà. Ça a été dit, mais est-ce que quelqu'un veut bien rappeler ce qu'on entend par coût additionnel? Je veux bien compléter la réponse que j'ai fournie tout à l'heure. Effectivement, si vous êtes un laboratoire public, le personnel permanent de recherche, il ne peut pas être intégré dans le budget de demande d'aide. Seront simplement intégrés à ce budget les personnels sur contrat que vous allez pouvoir recruter qui vont travailler exclusivement pour ce projet, et les frais de recherche annexes comme les consommables et les choses comme ça. Et donc tout ça va constituer effectivement
un budget de coûts additionnels aux coûts déjà pris en recherche par votre établissement de recherche. Alors après, je vois que nous avons une question sur est-ce qu'il est possible de faire évoluer un peu le cahier des charges du projet et des développements prévus entre le moment du dépôt du dossier et le moment de la contractualisation avec la région en cas de succès. Savoir en gros si certaines avancées ont déjà eu lieu et entre ces deux délais-là, est-ce qu'il est possible de faire évoluer donc ce qui sera pris en compte de manière définitive à la contractualisation avec la région. Quelqu'un a déjà eu ce cas de figure, un projet qui aurait avancé plus vite que la contractualisation? Alors moi, je peux déjà peut-être qu'on peut commencer par dire que la rétroactivité des dates d'éligibilité des dépenses, c'est le lendemain du dépôt. Voilà, donc ça c'est pour l'éligibilité en termes de date. Après, si entre le moment où vous avez déposé et le moment où vous avez la notification que vous êtes heureusement sélectionné, le conventionnement, il y aura potentiellement une marge, oui, de discussion. Si des travaux ont été menés et que voilà, la marge, votre dossier, du coup, a peut-être légèrement évolué, c'est possible. Mais ce sera du cas par cas. Après, on a une question, alors quelqu'un qui demande si on peut aider deux partenaires à en trouver un troisième. J'ai envie de dire que c'est notre cœur de métier. Alors là, n'hésitez pas vers nous. On est vraiment là pour ça, donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, je me permets d'en poser une deuxième. Quels critères sont étudiés pour juger? Donc, je pense que ça fait écho à la réponse qu'on a fournie sur la capacité financière et humaine. Quels critères sont étudiés pour juger de ça? Donc, on a parlé des fonds propres, mais est-ce qu'on regarde que les fonds propres? Non. Hein, on est aussi sur du déclaratif, on étudie avec vous si vous avez des projets en cours, si vous avez d'autres types d'aides en cours aussi, pas forcément que des aides ou des subventions ou des avances récupérables dans le cadre de votre programme R&D, mais voilà tout ce que votre entreprise est capable de supporter en termes financiers. Donc après, voilà, c'est à nous aussi d'établir avec les entreprises un petit peu voilà, où est-ce qu'elles sont capables d'aller, voir un petit peu d'un point de vue stratégique aussi, voilà, pour accompagner au mieux et voir dans quelle mesure vous êtes capable de mener le projet à bien, ou s'il faut plutôt décaler un petit peu dans le temps, finir un premier programme de R&D pour en commencer un second, pour ne pas en fait vous mettre en difficulté. Hein, mais le but aussi du financeur public, c'est de ne pas vous mettre en difficulté, parce que parfois quand on s'engage dans le programme de R&D, bah, on a trop en même temps et puis au final, ça ne le fait pas. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Juste un complément sur la partie financière. Ce qui est important, c'est de voir que on n'analyse pas uniquement l'instant T de l'entreprise, mais aussi son historique sur les années précédentes. On peut remonter jusqu'aux 3 dernières années pour voir un petit peu l'évolution des fonds propres, mais aussi du chiffre d'affaires et du résultat net, pour montrer une tendance globale. Et bien sûr, on est tous bien conscients qu'il y a eu la crise du Covid-19 qui est passée l'année dernière, mais c'est pour ça que l'analyse ne se fera pas uniquement sur l'année dernière, mais sur les 3 précédentes années. Je pense que c'est important de le préciser. Et par contre, peut-être aussi rajouter la notion d'entreprise en difficulté. Si vous avez perdu plus de la moitié de votre capital social, ça peut être le cas, alors que vous n'êtes pas réellement en difficulté financière. Une entreprise en difficulté ne sera pas éligible, malheureusement, à une aide dans le cadre de ce financement-là. Nous avons une question encore en lien avec les dépenses éligibles. Je pense que c'est plutôt une petite précision sur des équipements qui seraient nécessaires pour le projet et qui seraient mis dans le budget. Et la question est de savoir est-ce que ce qui est pris en compte, c'est le coût d'achat de l'équipement ou simplement la part amortie sur la période du projet. Je veux bien répondre. En général, on retient l'amortissement sur la durée pendant laquelle il va être utilisé au cours du projet. Voilà, sauf si jamais, pour mener à bien le projet, vous êtes obligé d'acquérir une machine qui ne pourra servir à rien d'autre qu'au programme de R&D et qui
entre guillemets, sera mis à la poubelle après, à ce moment-là, on peut imaginer que les coûts de cette machine soient pris intégralement dans le cadre du projet. Mais sinon, si l'équipement est amorti sur 5 ans et que vous l'utilisez pendant 18 mois pour le projet, vous allez pouvoir seulement mettre 18 mois d'amortissement dans le cadre du projet. Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Pardon, j'ai vu bouger la main. Merci beaucoup, Cécile. On a une question sur la durée des projets. En gros, est-ce que c'est fixe? Est-ce que vraiment on ne peut pas dépasser 2 ans ou parce que la personne qui pose la question dit avant, on pouvait déposer des projets de 3 ans. Et pourquoi on est passé à 2 ans? Tout simplement. Donc, j'essaie de reformuler pour dire, voilà, est-ce que la limite, elle est stricte ou est-ce qu'on peut dépasser un petit peu? On peut dire que dans l'appel à projet, la région a prévu d'accompagner des projets de 18 à 24 mois. Donc ça, c'est gravé dans le marbre. Peut-être, moi je parle du végétal, puisqu'on peut avoir des projets beaucoup plus longs à mener, puisqu'il y a une saisonnalité. On va pouvoir faire des expés parfois qu'à l'été. Donc 18 mois à 2 ans, en général, ça permet d'intégrer qu'une année d'expérimentation, c'est très court. Donc dans ces cas-là, on pourra éventuellement solliciter la région dans d'autres cadres que cet appel à projet, puisque celui-là ne permet de financer que des projets de 18 à 24 mois. Je vais dans le même sens. Dès lors qu'on a des projets qui intègrent du vivant, c'est vrai qu'on est lié à des cycles aussi de production. Nous, on voit le cas aussi pour les projets liés à l'aquaculture ou aux biotechnologies. Et voilà, c'est pareil, qui nécessitent parfois un petit peu plus de temps, mais qui ne sont pas du fait du projet en lui-même, mais bien du cycle du vivant. Donc voilà, c'est pareil. C'est peut-être à voir au cas par cas, mais on part sur une base de projet de 24 mois maximum. Bon. Si vous avez des projets plus longs, justement, qui intègrent du vivant, venez nous voir, on verra quelle solution trouver, même si là, a priori, c'est 24 mois gravés dans le marbre. Alors, là, je commence à arriver au bout. S'il y a une question de savoir si nous pourrions donner quelques exemples de projets qui ont été financés, et notamment pour évaluer la notion d'impact économique qui est attendue. Est-ce que certains d'entre vous auraient des exemples à donner? C'est pas très simple parce qu'on a des petits problèmes de confidentialité sur les projets, on va dire. Donc, c'est pas très, très évident. C'est peut-être par rapport à réussir à déterminer le nombre de... Oui, alors, je sais qu'il y en a un et il a beau être en cours, ça reste très confidentiel et avant que le produit ne soit sorti, ils ne veulent pas qu'on en parle. Pour autant, voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, tout ce qui est impact économique, ça s'entend aussi suivant la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes une TPE ou une PME, on ne va pas vous demander de créer 50 emplois grâce à cet appel à projet-là, parce qu'on sait pertinemment que ce ne sera pas possible. Donc, c'est aussi par rapport à la taille de votre entreprise. On attend quand même un des exemples que la région prenait pour dire que l'impact n'était pas du tout suffisant. C'était un emploi créé qui était le chargé de projet qui était en charge de ce projet-là, qui était embauché à la fin. Et voilà, et c'était la seule retombée économique qui était sur le projet. Là, clairement, ça avait été exprimé comme quoi ce n'était pas suffisant. Après, l'objectif est que ça arrive à créer au-delà une réelle activité économique et que à partir de là, il y ait un petit peu d'emplois qui soient créés, mais à hauteur finalement de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très gros, la région est consciente que vous n'allez pas non plus multiplier le nombre d'emplois. Voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est les retombées, les impacts économiques qui sont attendus par la région. C'est avant tout de la création d'emplois. C'est l'objectif premier de l'AAP. Ça a été rappelé en tout début de webinaire. Donc, on va vous demander de construire un prévisionnel dans le cadre du montage de votre dossier. Donc, un prévisionnel en termes de création d'emplois, en termes également de chiffre d'affaires, voilà, espéré dans les premiers post-projets. Et c'est en fait tout ça qui va être jugé par la région.
mais ça reste un prévisionnel, hein. Rien n'atteste évidemment du succès technique et commercial de l'innovation qui sera portée dans vos projets respectifs. Mais voilà, la région va évidemment se baser aussi sur vos ambitions pour le territoire. J'arrive un peu au bout des questions. Thibaut, je ne sais pas si... Il y en a une qui... Est-ce qu'il y a un nombre maximum de partenaires? C'est vrai qu'on a balayé les sujets des conditions minimales, mais est-ce que, comme dans d'autres programmes, il fait référence, par exemple, STC Région, qui mentionnait que c'était fortement conseillé de se limiter à 5, est-ce qu'il y a le même type de contraintes dans cet appel à projet? Après, il n'y a qu'1 million de budget, donc c'est vrai que plus que 5 partenaires, ça va être des miettes à distribuer. Donc j'aurais tendance à dire que 5 me semble un maximum quand même pour l'appel à projet. Mais globalement, hein, ça n'est pas que pour celui-là d'ailleurs. Ouais. Après, on a beaucoup de questions hein, sur qui contacter, voilà, où est-ce qu'on trouve le dossier. On vous donnera, là, vous aurez l'ensemble des contacts dans le PowerPoint qui vous sera diffusé. Et voilà, on vous mettra évidemment le lien vers le site de la région. Vous pourrez télécharger l'ensemble du dossier. Hein. Et voilà, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on ne lit pas forcément. Ce n'est pas qu'on vous oublie, c'est que vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Donc voilà. Je ne sais pas si on peut en prendre une dernière. De mon côté, c'est bon, Thibaut. Ouais, non, mais je... On refait un petit tour pour ne laisser personne de côté. Marie, vas-y. Ouais, moi je voulais reprendre une thématique qui avait été évoquée pour la première édition. Peut-être que ça peut intéresser alors certaines structures spécifiques, mais c'était sur le caractère primo-innovant collaboratif. Finalement, dans le cadre d'un groupe, ce caractère, il s'applique finalement au niveau du groupe ou d'un site. Ça, c'est peut-être une question que certains peuvent se poser. Alors nous, on a dû faire la vérification dans un cas et c'était au niveau du groupe et pas au niveau du site. Ce qui a tendance à provoquer que la plupart des groupes, je pense, ont déjà dans leur histoire bénéficié d'aide dans le cadre collaboratif. On a des questions du coup qui tombent maintenant. À quel moment est versée l'aide? Ça, c'est intéressant. On touche en début de programme à la contractualisation, milieu, fin. Que quelqu'un a un calendrier en tête? Bah, je pense qu'il y a une partie des aides qui est versée au début et une quand le programme est fini et que vous avez apporté les justificatifs de vos dépenses. Alors, il y a des étapes habituellement. Alors, quand on est sur de l'avance remboursable, c'est plus simple parce qu'on touche, avant, là, il n'y a pas d'avance remboursable, c'est du prêt à taux zéro et de la subvention. La subvention, suivant les montants, si vous êtes sur des montants relativement faibles, vous allez avoir une première partie qui va être versée avant même d'avoir commencé. Sinon, il faudra avoir suffisamment de dépenses et il va y avoir des étapes, en fait. Avec la région, vous allez avoir certaines étapes pour pouvoir dire que vous avez suffisamment dépensé pour toucher une partie de la subvention. Donc, ça va être, finalement, vous allez découper votre projet pour réussir à avoir progressivement votre aide, votre subvention, pour éviter d'avoir tout à charge quand même sur les 18 ou 24 mois, qui serait un petit peu long sinon. Je vois que nous avons une question qui sera probablement peut-être la dernière, liée à la liste des projets de R&D en cours est passée à transmettre lors du dépôt du dossier. Est-ce que le porteur de projet doit transmettre les projets déposés dans l'année et obtenus dans l'année ou avoir une antériorité plus longue, à savoir il est fait référence peut-être à 3 ans, ce qui se fait dans d'autres dispositifs. En gros, l'historique des projets de R&D et des financements obtenus par l'entreprise. À minima, ceux en cours, de toute façon, hein, qu'on puisse établir un petit peu ce que l'entreprise est en capacité de fournir en termes humains et en termes financiers, évidemment. Après,
c'est qu'évidemment, il faut aussi que le financeur puisse juger des aides qui ont déjà été perçues par l'entreprise. Oui. Après, si on remonte à 2, 3, 4 ans, ça, moi, je ne sais pas forcément indiqué. Peut-être que quelqu'un a une réponse précise sur ce point ou Moi, j'avais posé la question, je ne crois pas qu'il y a un nombre d'années précis demandé. Après, si un appel à projet, on va dire fini, si une aide publique d'un projet fini, passé, on va dire à des liens de sujets et de thématiques par rapport à celui proposé là, je pense que c'est intéressant quand même que vous le mettez en avant. La région va regarder ça aussi. Il faut partir du principe qu'il faut être le plus transparent possible. Hein, voilà. À partir de là, on fait le listing, on est transparent. Et puis après, il y a également des choses qui sont très très explicables, qui ne paraissent pas forcément très vendeuses à la base et puis qu'on explique très bien. Et puis nous, on est là aussi pour être à vos côtés, pour faire le lien avec la région, et pour expliquer une situation pour les consortiums. Allez, on laisse 1 minute en cas on finit à 15h30, il nous reste 4 minutes. On laisse quand même la chance au dernier de pouvoir poser une petite question complémentaire. Et entre-temps, je vous propose de vous montrer donc, la fameuse slide avec tous les contacts. Voilà. Au moins, vous êtes rassurés, vous voyez qui sont bien fournis. Vous avez les noms, les mails, les numéros de téléphone. Donc, vous avez de quoi nous contacter suivant la thématique de votre projet. Et il me reste à vous dire que nous organiserons à la suite de ce webinaire donc un deuxième webinaire donc dédié à des pitchs pour les PME et les ETI qui souhaiteraient présenter une compétence ou qui souhaiteraient mettre en avant potentiellement une idée de projet. Le but, c'est de faire vraiment émerger des projets de peu importe le domaine, là c'est ouvert. Vous avez vu que l'ensemble des pôles de compétitivité nigériens, nous tous, on représente quand même beaucoup de filières industrielles. Donc voilà, là le but c'est vraiment de mettre vos compétences en avant et de potentiellement trouver des partenaires avec qui monter de beaux projets. Donc voilà, vous aurez toutes les informations qui vous seront communiquées via les pôles de compétitivité, donc via nos newsletters, nos mailings, etc. Vous pourrez vous y inscrire, donc ça aura lieu le 2 mars à 15h30. Et si vous voulez dès à présent plus d'informations ou vous voulez absolument pitcher et être sûr d'avoir une place, vous vous rapprochez de votre pôle de référence et puis voilà, on vous gardera une place pour que vous puissiez vous présenter. Voilà, on n'a pas d'autres questions, donc moi je vous propose de terminer. Il ne me reste qu'à remercier tous les représentants des pôles de compétitivité. On espère que ce webinaire vous aura été utile et aura répondu à un maximum de vos questions. Et évidemment, on reste tous à votre disposition pour vous accompagner, pour monter de beaux projets et faire en sorte qu'ils soient sélectionnés au bout du compte, évidemment. À bientôt et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.